Donc je rappelle que ce qu'on a démontré la dernière fois, c'est que on a contrôlabilité exacte. Voilà. Contrôlabilité exacte. J'insiste. Intérieur. C'est un contrôle interne. Pour oméga t, donc je rappelle que oméga est un sous-ouvert du grand ouvert oméga. T, c'est le temps du contrôle. Pour oméga t, si et seulement si, on a l'inégalité d'observation. D'accord? L'inégalité d'observation, ça veut dire que la norme dans l'espace d'énergie est moins 1, L2H-1 est plus petite que constante, enfin la norme petit L2, de phi sur petit oméga, norme L2 sur petit oméga croix 0t. Très bien. Alors, je vais énoncer deux propriétés que je vais appeler petit a et petit b. Donc, on définit les deux propriétés suivantes. Les deux propriétés suivantes. Petit a. Donc, je rappelle, les enfants, que E-1, c'est L2 de oméga croix H-1 de oméga. Et E, c'est l'autre. Voilà, L2. Et je rappelle aussi que j'identifie la solution de l'équation des ondes, solution U des ondes, avec donnée initiale dans E ou E-1, avec condition de directité homogène au bord. Je l'identifie avec sa donnée initiale. Donc je vais confondre l'espace de distribution U, solution du système des ondes, avec la donnée initiale. Hein. D'accord? Très bien. Alors, je vais définir les deux propriétés, petit a et petit b, qui sont les suivantes. Donc, pour tout U0, U1 dans E-1, DTU, U est la solution du système des ondes attachée à U0, U1 comme donnée initiale dans E-1. DTU est nul sur 0t croix petit oméga, implique U est identiquement nul dans E-1. C'est-à-dire, en fait, U, c'est U0, U1. Hein, puisque le système est homogène, je rappelle. Et petit b, pour tout U0, U1 dans E-1, si je suis un peu mieux, donc DTU sur 0t croix oméga, normalement, quand U0, U1 est dans E-1, ça veut dire que les données sont L2, H-1, la solution U est dans L2, donc DTU est dans H-1, on perd un cran en dérivant. Donc normalement, DTU est dans H-1 de oméga, de 0t croix oméga. Alors si on suppose quelque chose d'un peu mieux, si on suppose que la solution est un tout petit peu plus régulière au-dessus du cylindre, sur le cylindre 0t croix oméga. Donc si on suppose que DTU n'est pas H-1 du cylindre, mais un peu mieux. Dans L2, de 0t croix oméga, croix petit oméga, alors ceci, c'est une propriété. Hein. Ceci implique que U appartient à E. E, ça veut dire que
c'est des solutions associées à des données initiales dans H01, L2. Ça veut dire que U est dans H1 global en espace-temps. D'accord? Dire que DTU, cette propriété, petit b, elle veut dire que si DTU est mieux que H-1 du petit cylindre, si DTU est dans L2 du petit cylindre, c'est une propriété de régularité au-dessus du petit cylindre. Si ça c'est vérifié, alors U n'est pas L2 global, croix H-1, elle est mieux que ça. Elle est H0 à L2. D'accord. Donc, je vais, oui. Ici, petit a, pour le petit a, c'est une, non, non, je veux dire, il n'y a pas à dire c'est juste ou c'est faux, c'est une propriété que je donne. Tu ne sais pas ce que je vais en faire, d'accord? Je donne cette propriété, je définis ça comme ça. Bien, alors, j'ai rien oublié, j'espère, hein? Non, c'est tout bon. Je vais juste commenter ces deux petites propriétés, ensuite je vais donner le résultat correspondant. Je peux effacer ici aussi. Donc encore une fois, je répète, on identifie les données et les solutions simplement parce que le problème de Cauchy est bien posé. Hein. Alors remarque, commentaire. Cette clé est pourrie. Petit 1. La propriété petit a, donc ou petit a, c'est un résultat d'unicité en fait, c'est une propriété d'unicité, de prolongement unique. Est une propriété ou un résultat d'unicité. Ou de prolongement unique. On va expliquer un peu plus, on va préciser cela. Hein. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, quand vous dites qu'au-dessus de petit oméga, sur 0t croix petit oméga, sur le sous-cylindre de contrôle ou d'observation, si vous dites que votre U ne dépend pas du temps, la solution est indépendante du temps, elle est stationnaire. U, c'est U de x seulement. D'accord? Tu sais ce que ça veut dire, U de x? Je fais un dessin là. Voilà le petit oméga en question. Donc, vous remontez là-dessus. Ça veut dire que sur 0t, croix petit oméga, là-dessus, U de t de x égale en fait U de x. Ça veut dire que là-dessus, U de x, c'est U0 de x, puisque c'est indépendant du temps. Donc, elle va rester exactement comme sa donnée initiale. Nous sommes d'accord. C'est indépendant du temps. Donc ici, la propriété petit a vous dit simplement que U est stationnaire. Stationnaire, une onde stationnaire. Donc, entre autres, sur petit oméga, elle vérifie quelle équation? En fait, le box, c'est dt carré U moins Laplacien. U. Donc là-dessus, elle vérifie uniquement Laplacien U égale 0. D'accord. Bien. Donc ce que dit la propriété petit a, c'est que si U est stationnaire sur le sous-cylindre d'observation, dtu égale 0 sur 0t croix petit oméga, alors elle est nulle partout. Une solution des ondes qui est stationnaire ici est en fait la solution nulle. D'accord? C'est quand même une propriété importante et forte, très forte. Le petit b vous dit autre chose. Il vous dit que si vous partez d'une solution à donner dans E-1, donc la solution, a priori, elle est où? Comme régularité globale en espace-temps, une solution dont les données initiales sont dans E-1, c'est une solution qui est dans L2. Cette solution qui est dans L2,
vous partez d'une solution qui est globalement L2. Si vous supposez que sa dérivée en temps, au-dessus du petit oméga, encore une fois, sur le cylindre d'observation, si vous supposez que ce dtu, qui a priori devrait être où? U est dans L2, dtu devrait habiter dans H-1. Si on suppose que ce dtu qui, au lieu d'être H-1, est au-dessus du petit oméga, est mieux que H-1, il est L2. Il y a le gain d'un cran de régularité. Si vous supposez que c'est mieux que ça, alors ce gain de un cran de régularité, il va diffuser partout. Il va se propager partout. Donc le petit b, il faut le lire, les enfants, comme une propriété de propagation de la régularité. Petit b est un résultat, une propriété de propagation de la régularité. Propagation de la régularité. Propagation, alors il faudrait de la régularité. Voilà, on a ça. Donc j'ai donné comme ça, vous allez voir c'est naturel, hein. On prépare un peu le terrain pour le vrai théorème qui va nous permettre de, je dirais, de caractériser un petit peu les ouverts petit oméga qui permettent, et les tentés qui permettent de contrôler l'espace de données E ou E-1 sur grand oméga. Parce que n'oubliez pas, jusqu'à maintenant, on a défini ce que ça veut dire contrôler l'équation des ondes. Vous savez ce que c'est que contrôler l'équation des ondes? Par un contrôle interne, hein, sur petit oméga. Oméga est un ouvert interne. Pas une partie du bord, c'est interne. Donc, on a défini ce que ça veut dire effectuer un contrôle interne. Comment ça se fait? On a démontré la semaine passée un gros résultat. On a démontré que ce contrôle est équivalent à la propriété d'observation. Mais je vous dis, ça ne nous avance à rien. Parce que l'ingénieur, lui, jusque-là, on a fait des maths. Hein. L'ingénieur, lui, quand vous lui donnez le théorème, vous dites « Ah ouais, vous voulez contrôler, donc là, vous devez être capable d'observer. » Ça ne l'avance pas. Il dit « Ok, je suis capable d'observer, mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais mon contrôle? Qu'est-ce que je dois prendre comme condition sur petit oméga, sur grand T, pour que je puisse observer, et donc pour que je puisse contrôler. » On n'a pas encore donné une condition nécessaire ou suffisante, ou nécessaire et suffisante de contrôle, de contrôlabilité, exact. Donc jusque-là, on est en train de tourner un tout petit peu autour de l'affaire, autour du nœud du théorème principal que nous visons. On prépare un peu le terrain, si vous voulez. Hein. Donc pour le moment, j'ai défini ces deux propriétés. Propriété de prolongement unique, d'unicité, propriété de propagation de la régularité. D'accord? Alors, le premier résultat, qui va nous permettre un petit peu de nettoyer le terrain, c'est le suivant. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je pense que je vais enlever ça et écrire mon théorème ici et puis le démontrer à gauche. Donc tout le monde a noté les deux petites conditions, les deux petites propriétés A et B. Donc je vais noter mon théorème ici. Théorème. Grand A et B entraînent la contrôlabilité exacte pour oméga t. Contrôlabilité. Alors, contrôlabilité exacte pour le couple oméga t. Ça veut dire que si on suppose que A est vrai, si on suppose que aussi que B est vrai, donc propagation de la régularité et prolongement unique, propriété d'unicité,
d'accord, si on suppose que les deux propriétés sont vérifiées, alors j'ai le contrôle pour le couple oméga t. C'est-à-dire toute la, je veux dire, le train de propriétés que vous connaissez. Hein. Quel que soit U0, U1 dans E-1, L2H-1, je peux trouver une source F telle que je passe ceci et cela. J'amène les données U0, U1 à 0, 0 ou à n'importe quelle donnée prescrite dans l'espace d'énergie. Grand B, c'est que B entraîne A. La propriété B entraîne A. Ça veut dire que si vous avez propagation de la régularité à partir du domaine petit oméga, à partir du sous-ouvert de contrôle ou d'observation petit oméga, si vous avez propagation de la régularité, alors vous avez, dans cette configuration les enfants, hein, dans cette configuration, vous avez prolongement unique pour le petit ouvert petit oméga. Vous avez la propriété d'unicité. D'accord, ça c'est quand même important. Pour pouvoir écrire une inégalité d'observation, et donc pour pouvoir contrôler à partir d'un sous-ouvert petit oméga, autant t, on a besoin de deux choses, qui sont la propagation de la régularité et le prolongement unique à partir de petit oméga. Dans le cas de figure que nous avons écrit, pour le Laplacien, qu'il soit Laplacien plat, c'est-à-dire sigma de dx j carré, ou qu'il soit Laplacien à coefficient variable, mais dépendant uniquement de la variable d'espace, alors l'unicité est quasiment offerte. La propriété d'unicité est pratiquement offerte. D'accord. Ce n'est pas très simple, mais ce n'est pas non plus très compliqué, comme on va le voir. Donc, s'il vous plaît, retenez bien la propagation de la régularité, plus prolongement unique, plus l'unicité. Voilà les deux clés de l'observabilité, donc du contrôle. Les deux clés, elles sont là. Il y a quelques situations où on peut démontrer ça, où on bute là-dessus. Quand vous serez un tout petit peu plus avancé, vous verrez que, en fait, ce problème d'unicité est bloqué pour les petites fréquences. Pas pour les grandes. Les grandes fréquences, on les a par propagation. D'accord? On est bloqué. Si vous n'avez pas d'unicité, alors vous serez capable d'observer, mais il y a toujours, en plus, à droite, dans l'inégalité d'observation, il y a toujours un terme compact, une norme un peu plus petite que ce qu'on veut, qui malheureusement qui est bloquée à cause des petites fréquences qu'on n'arrive pas à observer. Alors, on va démontrer quoi déjà? Par quoi on commence? On commence par le B? Je ne sais pas du tout. Alors, preuve du B, donc preuve du théorème. Hein. Vous voyez, une fois qu'on aura fini ça, une fois qu'on aura écrit ce théorème, on ne sera toujours pas au bout de nos efforts. Quand on a fini ce théorème, ok, techniquement, mathématiquement, on aura un petit peu cerné l'affaire. Mais je ne connais pas. Pour autant, une fois que j'ai démontré ça, c'est très bien, quand j'aurai fini, je n'en saurai pas plus. Pour autant, je n'en saurai pas plus sur les conditions géométriques que doivent remplir l'ouvert petit oméga et le temps grand T pour assurer, pour garantir l'observabilité. Pour autant, je n'aurai pas fini. Ça, c'est une autre paire de manches. On en parlera après. D'accord? Il faut quand même, parce que dans la pratique, qu'est-ce qu'on prend comme petit oméga? Tous les dessins que j'ai faits avec un petit oméga, vous voyez, j'ai pris un ouvert, vraiment un sous-domaine intérieur à petit oméga. Tous ces cas-là sont faux. Ils ne marchent pas. On ne peut pas observer à partir d'un sous-disque, d'un grand disque. Ça ne marche pas. D'accord? Bien, on va en discuter par la suite. Pour le moment, occupons-nous des maths. On jette un petit peu les bases de notre affaire.
Donc, preuve du... Je vais commencer par le petit b. Hein. Donc, B, c'est quoi? C'est B entraîne A. B, c'était la propagation. Et A, c'était le quoi? A, c'était le prolongement unique. D'accord? Les solutions de box U égale 0, U dans E moins 1, d'accord? Qui sont nulles, qui sont stationnaires sur petit oméga, elles sont automatiquement égales à 0. D'accord. Bien. Donc je vais prendre... je sais pas, je vais donner un nom à cet espace, j'en sais rien, moi. Je vais noter H, c'est l'ensemble des U. On note H, l'ensemble des U. Dans E, on peut remplacer ici E par E moins 1. Ça n'a aucune importance. Tel que, évidemment, box U égale 0, U nul sur le bord, il faut que je me laisse un peu de place. Et aussi, DTU égale 0 sur 0T croix petit oméga. D'accord? Moi, je pense que la propriété petit a que j'avais donnée, c'était U dans E-1, DTU égale ceci, alors U est nul. Lorsque DTU est nul sur 0T croix oméga, lorsque vous avez ceci, automatiquement U est dans E, même si U, au départ, est dans E-1, à cause du petit b, même si vous partez avec U dans E-1. Comme DTU égale 0 sur 0T croix oméga, alors U est dans L2 de 0T croix oméga, puisqu'elle est nulle. Lorsque U est dans L2 là-dessus, automatiquement U est dans E. Donc c'est pas la peine de partir de E-1. Hein? D'accord? C'est la même chose. Bien. En fait, je vais montrer que H, l'objectif est de montrer que l'objectif c'est pour démontrer le point grand B, petit b implique petit a, la propagation de la régularité implique l'unicité. L'objectif, c'est de montrer donc qu'avec l'aide du petit b, on a H est réduit au 5 de temps 0. C'est bien ça. L'objectif, c'est de montrer que H est la fonction nulle, d'être la fonction nulle. La donnée U0, U1 égale 0, 0. C'est un argument d'analyse fonctionnelle pure, les enfants. On va montrer que H est de dimension finie, qu'il est invariant par un opérateur simple, D sur dt. Donc forcément que un espace de dimension finie sur lequel vous avez une application linéaire, cette application linéaire, elle possède nécessairement une valeur propre et une fonction propre associée, et vous allez montrer que cette fonction propre est automatiquement propre, entre guillemets. Vous allez montrer que cette fonction propre est automatiquement réduite à 0, égale à 0, et donc ça ne marche pas. H ne peut pas être... ne peut pas exister tel quel. Dimension finie, s'il n'est pas réduit à 0. Voilà. L'idée, c'est ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez U dans H. Donc, les enfants, encore une fois, je confonds les données et la solution. Vous prenez U dans H. Alors, je prétends que DTU, c'est-à-dire DU sur DT, est aussi dans H. Vous savez pourquoi? Parce que DU sur DT, il est où, en fait? En effet, DU sur DT, a priori, puisque U est dans E, DU sur DT est dans E-1. Et D sur DT de DU sur DT est égal à 0 sur 0T croix oméga, parce que
restreindre U à petit oméga, 0t croix petit oméga, l'opération de restriction sur petit oméga permute avec la dérivée temporelle. D sur dt de la restriction, c'est la restriction de D sur dt. D'accord? Donc du coup, comme la restriction est nulle, D sur dt de la restriction est aussi nul. Donc ça donne que du sur dt, qui est dans E-1, qui vérifie D sur dt de DU sur dt nul sur L2, donc dans L2 nul sur 0t croix oméga, donc dans L2 de 0t croix oméga. Donc ça implique D sur dt de DU sur dt et dans L2 de 0t croix oméga. Donc ça implique que DU sur dt appartient à E, cela d'après la propriété petit b. Ça vérifie exactement toutes les hypothèses de la propriété petit b, donc du sur dt est dans E. Du coup, du sur dt, lorsque U est dans H, du sur dt est aussi dans H. Donc H est invariant et stable par l'opérateur d sur dt. Donc d sur dt, l'opérateur de dérivation en temps, envoie H dans H. C'est assez miraculeux. Si on n'a pas la propagation de la régularité, on est dans le mur, les enfants. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'accord? Ça, c'est une propriété géométrique. C'est une propriété intrinsèque. Il faut bien le comprendre. Ça, c'est... Je veux dire, toute la gravité de l'affaire, elle est là. Le petit b vous dit qu'il y a propagation de la régularité. De petit oméga à grand oméga. D'accord? Toute la clé est là-dessus. Puisqu'elle est nulle. Elle est nulle sur 0t croix petit oméga. Donc c'est dans L2. De 0t croix petit oméga. 0 est dans L2, dans HS. De tous les ouverts. La fonction nulle, c'est la fonction nulle. Sur 0t croix petit oméga, hein, c'est le même. D'accord? Bien. Il y a une brosse quelque part. Voilà. Donc, H est stable par D sur dt, l'opérateur D sur dt. C'est linéaire, ça envoie H dans H, c'est très bien. Je prétends aussi que H est fermé dans E. Je prétends aussi que H, donc ça c'est le premier point qu'on a vérifié. Deuxième point, H est fermé. Pourquoi ça? C'est un sous-espace de E qui est fermé parce que simplement D sur dt envoie E dans L2 de 0t croix oméga. Je pense que c'est vrai ça. Hein? Ça c'est vrai. Vous n'écrivez pas le oméga, je vais l'effacer. Puisque quand vous êtes, quand U0, U est dans H1 global, l'application, regardez, l'application qui a U0, U1 associe U qui envoie E dans H01 de 0t croix oméga. Cette application, elle est évidemment continue parce que le problème de Cauchy est bien posé. D'accord? Ça, c'est continu. D sur dt, l'application qui a U ou bien U0, U1 associe DU sur dt, c'est une dérivation, elle va tomber, elle sera, celle-là elle est continue, donc D sur dt, elle va être continue à valeur dans L2. Donc ça c'est continu, parce que le problème de Cauchy est bien posé, on a tout fait pour ça, hein. On s'est bien fatigué pour ça, et par conséquent, c'est encore, a fortiori, continu là-dessus. D'accord? Vous l'appelez comme vous voulez, cette application, vous l'appelez comme vous voulez, mais H, c'est justement le noyau de cette application. D'accord? H, c'est le noyau de cette affaire-là. Ok. Petit 3, je prétends que
c'est un fermé de E, donc il va s'injecter dans E, c'est un sous-espace bien sûr, il s'injecte naturellement, et je prétends aussi que l'injection de H dans E est compacte. Donc l'injection de H dans E est compacte. Si on arrive à faire ça, là, c'est certain que tout sous-espace fermé de E qui s'injecte de façon compacte dans E est de dimension finie. D'accord. On va y arriver par la suite. Pourquoi l'injection qui est ici est compacte? Simplement parce que H, il est contenu dans l'image d'un opérateur compact. Lequel? On va le vérifier ensemble. Regardez, lorsque U est dans H, je sais que de toutes les façons, U est une solution de l'équation des ondes. Donc U va s'écrire, U de T de point bien entendu, va s'écrire comme, je vais l'écrire proprement parce que la clé est là. Je prends U dans H. Donc U de T de point, c'est tout simplement la somme de quoi donc? Sur les n, plus grand ou égal à 1, de là j'ai pas assez de place, je pense que je vais un peu dans le mur, donc je change de tableau. Eh bien je vais écrire un tout petit peu plus petit. Il faut écrire plus grand. Je suis toujours dans la preuve du grand B. Donc U de T de point se développe, comme vous le savez, sur la base de vecteur propre de L2, du Laplacien, pardon, donc c'est du AN cosinus oméga nt plus BN sinus oméga nt EN de x, et quoi donc EN oméga n carré, n plus grand que 1, c'est tout simplement les éléments spectraux de petit oméga, de grand oméga. D'accord, ça veut dire que les EN, c'est une base orthonormale de base hilbertienne de L2 d'oméga, et les oméga n carré, ce sont les vecteurs propres, les valeurs propres, pardon, associées au vecteur propre du Laplacien, moins Laplacien de Dirichlet, et les EN, ce sont les vecteurs propres correspondants. Très bien. Bien. Alors je sais que U est dans H, donc du sur dt est aussi dans H, dtu de t de point, ça va être exactement... vous avez une idée sur les AN, hein, excusez-moi, je suis allé trop vite, et les BN, vous savez qu'ils vérifient exactement U est dans H1, H01. D'accord? Pour chaque T, U dans H01, ça veut dire simplement que plus Bn carré, ça c'est une série convergente. Ça c'est simplement parce que U est dans E, dans H, contenu dans E. D'accord? Pour chaque T, tu es dans H0. Ça, c'est être dans H0. De plus, j'ai plus besoin de ce tableau-là. De plus, je sais que dtu est aussi dans H, contenu dans E. On vient de le démontrer. De plus, H, ça veut dire que je dérive en temps. Quand vous dérivez en temps, vous gagnez un oméga n qui sort. Ça implique donc que sigma sur n plus grand que 1, vous avez un second oméga n, donc vous aurez du oméga n puissance 4 plus bn au carré. Ça, c'est une série convergente. D'accord? Ça, c'est une série convergente. Dans E, bien sûr, tu as tout à fait raison.
contenu dans E, ça c'est pour pouvoir utiliser la caractérisation de H01 par la décomposition sur la base hilbertienne de L2. D'accord? Alors, un petit exercice pour vous. Vous prenez M en Hilbert. Vous appelez, je ne sais pas moi, Fn ou En ou je ne sais pas moi. On va l'appeler comment? EFG, Gn, base hilbertienne. De M. Vous savez que X dans M va s'écrire comme ceci. Xn, Gn. Alors, je vais prendre grand A, ou je ne sais plus moi, grand K, l'ensemble des X dans M, tel que alpha n, Xn carré, est convergente, avec alpha n positif et tendant vers l'infini. Si ça c'est vrai, alors K s'injecte de façon compacte dans M. Si ceci est vrai, si alpha n tend vers l'infini, alors l'injection de K dans M est compacte. C'est exactement ce qu'on utilise, les enfants. Finalement, c'est ça. Les alpha n ici, c'est des oméga n. Et on utilise le fait que les oméga n tendent vers l'infini. Théorème spectral. Propriété du spectre d'un opérateur compact. D'accord? Donc, on a juste... C'est un truc très simple. Hein. Vous écrivez xn comme 1 sur alpha n, racine de alpha n, racine de alpha n xn. Vous écrivez ça comme ça. Hein. Donc, je vais écrire la conclusion déjà, et ensuite, je vous laisse réfléchir au truc tout seul. Alors, dans ce cadre, l'injection j'appelle ça K dans M est compacte. D'accord? Tu écris ça comme ça. X égale la suite Xn, c'est tout simplement, je vais faire ça comme ça, 1 sur alpha n xn. D'accord? Donc c'est l'image de, je vais l'appeler comment? A, B, C, c'est déjà utilisé, G, K, qu'est-ce qu'on va utiliser comme grande lettre, opérateur? T, allez, T alpha X. X c'est un T alpha Y, pardon. C'est qui le Y? Le Y c'est Xn. Pardon, racine de alpha n xn. Évidemment, y est dans M, il est dans M. M, c'est le Hilbert. Non, c'est le Hilbert. Et T alpha, appliqué à Z, c'est tout simplement 1 sur racine de alpha n Zn. Dans un Hilbert, séparable comme ça, la multiplication par une suite, terme à terme. Lorsque la suite est bornée, ça donne un opérateur continu. Lorsque la suite tend vers 0, ça donne un opérateur compact. Donc ça, c'est l'image, contenu dans l'image de M par un opérateur compact. D'accord, c'est immédiat.
c'est probablement pas la seule manière de le voir. Donc j'aurais fait l'exercice, à vous de le rédiger les enfants. Hein. Donc finalement les enfants, l'injection de H dans E est compacte. Vous avez un sous-espace qui s'injecte de façon compacte dans Hilbert E. Vous savez qu'il est fermé. Tout sous-espace fermé qui s'injecte de façon compacte dans E est automatiquement de dimension finie parce que sa boule d'unité fermée est compacte. Donc je l'écris ici. Il est de dimension finie. Donc ainsi, H, je vais y arriver. Ensuite, j'ai pas de craie là. Ah si, j'ai de la craie. Donc H, l'injection de H dans E est compacte. H est fermé dans E. Ça, c'est le problème de Cauchy qui vient poser. Ah ben ça implique que H est de dimension finie. H est de dimension finie. D'accord? Et là, on va utiliser, jusque-là, on a fait de l'analyse fonctionnelle. Hein. On a fait de l'analyse fonctionnelle. On a utilisé quoi comme propriété d'analyse? Ça, c'est l'analyse fonctionnelle. La propriété d'analyse, c'est juste celle-là. Le fait que le problème de Cauchy est bien pesé. D'accord? Uniquement là-dessus pour dire que H est fermé. C'est l'image réciproque de 0 par l'opérateur D sur dt. Très bien. Donc H est dimension finie. On revient maintenant à un argument pour compléter l'affaire. On revient à un argument d'analyse. Donc H est dimension finie. Je rappelle que D sur dt envoie, H dans H, un opérateur linéaire sur un espace vectoriel de dimension finie possède nécessairement une fonction propre et un vecteur propre. Donc je vais, je sais pas, je vais l'appeler soit V lambda appartenant à H croix C, un élément propre, donc V, fonction propre, associé à une valeur propre lambda. On y va. Tel que V dans H et surtout tel que dV sur dt égale lambda V. D'accord? Je rappelle les enfants que V dans H, donc V est une distribution qui dépend de T et de X. D'accord? V est une distribution qui dépend de T et de X. V dans H, élément de E. V est une... Ça, c'est une solution de l'équation des ondes. Hein. D'accord? V dans H. H, c'est identifié à un ensemble de données et donc un ensemble de solutions de l'équation des ondes. Box U égale 0. Donc, et en plus, V, lambda, est une fonction propre et la valeur propre associée. dTV égale lambda V. Ben, vous résolvez ça. Ça donne que V de T et de X, c'est tout simplement exponentielle lambda T V0 de X. Il n'y a aucun doute. D'accord? Pour résoudre ça, vous passez à travers le paramètre lambda, vous résolvez, c'est une exponentielle, et évidemment la constante qui sort ne dépend que de x, indépendante du temps. Vous savez que c'est un élément de h, donc vous remettez dans l'équation. Vous dites que box V égale 0. Ça vous donne quoi? dt carré, c'est lambda 2. Laplacien, il va juste sur le V0, donc V0 de x, moins Laplacien x, V0 de x, égale 0. En plus, vous êtes complètement dans H, donc vous vérifiez, ce V0, il doit être quoi? De x égale 0. Attention, V0, il est
dans H1 de oméga, mais surtout, de grand oméga, mais surtout, il est nul sur le bord, bien entendu. Et enfin, vous êtes dans H. Vous êtes dans H, donc dtv, V, pardon. H, c'était U dans E, dtu nul sur le bord. Dtu nul, ça veut dire que lambda, normalement c'est ça, hein, lambda, E lambda t, V0 de x, égale 0 sur 0t croix oméga. Donc en particulier, vous prenez t égale 0. Donc en particulier, vous allez obtenir, tac, pardon, voilà, lambda V0 égale 0 sur quoi? Petit oméga. Et là, on a fini. Là, on a fini, c'est pas compliqué. Il y a deux solutions possibles, quelle que soit la valeur du lambda. Hein. La valeur propre peut être nulle ou pas. Je vais effacer ici pour achever l'argument. Donc V0 de x. Si on s'en sort bien, regardez, si lambda égale 0, on obtient quoi? La dernière ligne ne donne plus aucune information. Si lambda égale 0, la dernière ligne ne contient plus aucune information. Mais on obtient par contre moins lambda V0 de x égale 0 sur oméga. D'accord? V0 dans H01, je rappelle. Et là, ça vous donne automatiquement que l'intégrale sur oméga de gradient de V0 de x au carré dx égale 0. Parce que vous multipliez par V0, vous intégrez. Donc, ça donne que V0 est constante, égale V0 au bord, égale 0. D'accord? Donc V0 est nul, ça veut dire que la fonction propre, prétendue, la fonction qui est candidate pour être fonction propre, se trouve être la fonction nulle, évidemment, elle n'a aucune chance. Elle ne peut pas postuler à ce statut, ça c'est impossible. Si lambda est non nul, on a fini. Pourquoi ça? Parce que la dernière ligne vous donne que V0 est nul sur petit oméga. D'accord? Là, ça donne V0 nul sur petit oméga. Et on remonte alors. On remonte à la première ligne qui vous dit quoi? Laplacien V0 plus constante V0 égale 0 sur grand oméga. V0 est nul sur un sous-ouvert petit oméga. Et là, vous avez, je dirais, quasiment, vous avez le choix des armes. Si vous avez un Laplacien, je vais l'écrire. Je crois que c'est une bonne chose parce que une grande partie, une très grande partie des problèmes qu'on rencontre lorsqu'on cherche à écrire une inégalité d'observation butent sur ce point-là, sur le prolongement unique. Beaucoup de situations sont bloquées à cause de cette affaire de prolongement unique. Allez, j'efface tout, parce que là, on n'a plus besoin de ce tableau. Donc, je suis dans le cas maintenant où lambda est différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'on a, finalement? Au bout du compte, Laplacien x, V0 de x, moins, je pense, lambda 2, c'est une constante, mais vous allez voir, c'est pas très grave, égale 0 sur oméga. Maintenant, je suis en stationnaire pur, il n'y a plus de temps. Et V0 égale 0 sur petit oméga. D'accord? Je suis en stationnaire, donc je peux faire un dessin sur oméga. Oméga est ici. Je ne suppose connexe, bien sûr. Hein. Sinon, sur chaque composante connexe, c'est le même raisonnement.
petit oméga est ici. Là, par contre, on n'a plus besoin du tout que petit oméga soit ceci ou cela. N'importe quel ouvert suffira. N'importe quel ouvert va marcher. Donc, V0 vérifie l'équation lambda V0, delta V0 moins lambda 2 V0 égale 0 partout. V0 est nul là-dessus, sur petit oméga. Alors, automatiquement, V0 est nul partout. Ça donne, zut, V0 est identiquement nul. Pourquoi? Ou bien, si lambda x, le cas simple que vous connaissez, c'est vraiment le Laplacien plat. dx5 carré plus dx5 carré. D'accord? Alors on sait qu'une fonction qui vérifie Laplacien V0 plus constante V0 égale 0, lorsque donc c'est le Laplacien plus une constante égale 0, ou bien égale une fonction analytique, lorsque la source n'est pas 0 mais analytique. Alors la solution V0 est analytique. Ça c'est un théorème à part. Le Laplacien plus des termes d'ordre inférieur analytique, coefficient analytique, on dit que c'est un opérateur hypoelliptique analytique. Ça veut dire que dès que la source est analytique, la solution est à son tour analytique. Ça veut dire analytique, ça veut dire qu'elle se développe en série entière autour de chaque point. Or, une fonction analytique sur un ouvert oméga vérifie le principe du prolongement analytique. Dès qu'elle est nulle sur un petit ouvert, elle va être nulle partout, sur la composante connexe. D'accord. Donc, si le Laplacien est un Laplacien plat, coefficient constant, là c'est un coefficient constant, on utilise le principe du prolongement analytique, de l'hypoellipticité analytique du Laplacien. D'accord. Premier argument. Si votre Laplacien est un coefficient variable dépendant de x, mais analytique, le Laplacien doit être elliptique, les enfants. Hein. C'est elliptique, ça. Donc, si votre coefficient est un coefficient variable, votre Laplacien, pardon, est un coefficient variable, ça veut dire quoi? Coefficient variable, ça veut dire que ça s'écrit tout simplement comme ceci. Hein. Un Laplacien un coefficient variable, c'est quelque chose comme ça. Donc, le premier cas, c'est Laplacien plat. Dans ce cas-là, Laplacien x moins lambda est ce qu'on appelle, est elliptique, bien sûr, elliptique à coefficient constant, donc il est hypoelliptique, on appelle ça comme ça, hypoelliptique analytique. Ça implique que V0 est analytique. Analytique, il faut écrire jusqu'au bout. Et ça implique évidemment que V0 est nul par prolongement sur oméga, pardon, par prolongement analytique. Puisqu'elle est nulle sur petit oméga, prolongement analytique. Je ne connais pas de fonction analytique qui s'annule sur un petit ouvert, seulement. Elle est nulle partout. Alors, lambda carré, c'est pas grave. C'est une constante. Donc ça, c'est le premier cas. Si votre Laplacien, par contre, si votre Laplacien est un coefficient variable, si Laplacien x est un coefficient variable dépendant seulement ij1 jusqu'à n, je vais l'écrire comme ça, dxi, dxj. A et j de x régulière.
Si c'est analytique, c'est le même argument. Hypoellipticité analytique. Parce que c'est elliptique. Donc c'est hypoelliptique. On peut être hypoelliptique, mais sans être elliptique. C'est plus embêtant. Si c'est analytique, les AIJ, vous savez ce que c'est? C'est une matrice n par n définie positive. Pour que ça donne une métrique, hein, pour que ça donne un Laplacien, pour que ça soit défini positif. Symétrique, bien sûr, défini positif. Donc si les AIJ sont analytiques, c'est le cas précédent. Je vais prendre les AIJ. Allez, prenez C infini. C'est le meilleur cas. On peut se suffire, je vous dis, on peut se suffire à C1. C1. Ou C2 en X. C1 suffit, on sait le démontrer. Vous l'avez sûrement fait dans votre cours de problème inverse. Pour le Laplacien, à coefficient C1, on a la propriété du prolongement unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Laplacien U, donc si vous avez sigma de AIJ de X D de U sur DXI, DXJ, plus, alors je vais écrire V ici, plus lambda V, ou en fait J, plus, dans notre cas, moins lambda 2, tu mets n'importe quel terme d'ordre inférieur ou égal à 1. Terme d'ordre inférieur ou égal à 1. Donc 1 et 0, ça veut dire des coefficients fois des dérivés d'ordre 1 en J, en V, et des coefficients, un coefficient fois V. Si ça vaut 0, et si V est nul sur petit oméga, alors V est identiquement nul, et cela, on le démontre par des inégalités de Karlmann, que vous connaissez bien. On démontre ça, on dit que le Laplacien, un opérateur elliptique à coefficient réel d'ordre 2, c'est un Laplacien, coefficient réel d'ordre 2, coefficient régulier, on a besoin au moins de C1. Je ne vous cache pas, je n'ose pas trop m'avancer, mais je pense même qu'on peut aller jusqu'à Lipschitz. Bref, là je suis dans les bons cas, réguliers, assez réguliers. Si les coefficients sont assez réguliers, vous êtes elliptique, coefficient réel, assez régulier, alors vous disposez, vous vérifiez la propriété du prolongement unique. Ça veut dire que Laplacien V plus terme d'ordre plus petit ou égal à 1, V égale 0, V nul sur un sous-ouvert, alors ce sous-ouvert va déteindre, les zéros vont partir du sous-ouvert sur tout l'ouvert. On pompe les zéros à partir du petit oméga. Propagation du zéro. D'accord? V sera nul partout. Et donc là, comme ça, on aura démontré que V0 est identiquement nul. Donc vous voyez, on sait s'en sortir dans pas mal de cas quand même. Mais il y a des cas où ça se passe beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien, malheureusement. C'est ce qui fait le charme de l'affaire. Donc en B, c'est-à-dire petit b implique petit a. Dès qu'on dispose de la propagation, propriété de la propagation de la régularité, alors on sait démontrer que on obtient en même temps le prolongement unique. Tout à l'heure, on va arrêter là. Tout à l'heure, on va démontrer que petit a et petit b, propagation de la régularité et prolongement unique impliquent l'observation, la comptabilité exacte.